À Saintes, l'abbaye aux Dames, la cité musicale, s'affirme comme un lieu unique en Europe dédié à la musique. Il doit son rayonnement au festival estival et à l'activité du JOA, Jeune Orchestre Atlantique, qui poursuit tout au long de l'année ses sessions de travail. En juillet 2013, Saintes accueillait le projet Heurtexte, Back to the Future, qui sous l'intitulé Interprétation-Création, invitait à relire les sources anciennes selon une approche désormais emblématique de la cité musicale, à la fois critique et vivante. Comment un créateur peut-il assimiler l'héritage artistique légué par ses prédécesseurs? De quelle manière, dans cette assimilation personnelle, devient-il créateur? Le temps d'une journée, la pratique instrumentale des jeunes musiciens croise l'œuvre de jeunes stylistes et plasticiens. En 2 temps, le projet s'est d'abord concrétisé sous la forme d'un défilé de mode et d'une exposition, où les jeunes créateurs, tchèques, polonais, maltais, exposent leur propre regard sur les œuvres anciennes, en particulier classiques et romantiques. Leur démarche bannit les frontières entre ancien et moderne, en favorisant surtout la créativité et la personnalité de chaque approche. Le second volet, musical et symphonique, concerne les jeunes instrumentistes du Jeune Orchestre Atlantique, qui, sous la direction du chef Philippe Herweg, interprète la première symphonie de Gustav Mahler. La particularité de cet orchestre de jeunes, c'est qu'il joue sur des instruments, disons, d'époque. Et ce qui est particulier du JOA, c'est qu'on joue surtout sur des instruments romantiques. Et c'est très rare dans le milieu de la musique ancienne. La musique ancienne, d'habitude, on se spécialise surtout sur les instruments baroques et classiques, qui sont très différents des instruments modernes. Alors que l'instrument romantique, on le pense plutôt près d'un instrument moderne, mais en fait, il est tout aussi éloigné, du moins pour le hautbois et pour le corps aussi. Actuellement, là, pour Mahler, il joue d'instruments tels qu'ils étaient à l'époque de Mahler, parce que donc les instruments ont évolué et les instruments dont jouent les orchestres actuels modernes sont assez différents des instruments de l'époque de Mahler. Par exemple, les cordes, c'est peut-être une chose spectaculaire, jouent sur des cordes en boyau, ça donne une sonorité assez différente. Et aussi, tous les vents sont assez différents et la sonorité, disons, est moins puissante, plus transparente, et peut-être une couleur différente et peut-être plus belle, je trouve. Il y a cet aspect un peu contraignant aussi de la corde boyau, qui est un peu capricieuse, qui demande une certaine à la fois douceur et en même temps fermeté. On est pour faire résonner l'instrument, on est toujours dans un compromis entre le poids, la vitesse. Du coup, j'ai l'impression qu'on est plus dans une recherche pour les lignes, les grandes lignes. Tout de suite, la contrainte de l'instrument fait qu'on va rechercher un phrasé, rechercher une sensation physique qui va avec la musique. Et on est obligé de se faire violence pour avoir le corps qui vive pleinement la musique, sinon la musique ne sort pas. Pour moi, ce qui est très différent sur le hautbois de l'époque romantique, c'est que les doigtés sont complètement différents du hautbois moderne. Donc du coup, il faut réapprendre un peu les gammes, se refaire une technique complètement nouvelle. Et puis c'est un peu un entre-deux entre le hautbois baroque ou classique, qui ont des doigtés un peu comme une flûte à bec, et le hautbois moderne. Donc il y a beaucoup de clés, puis c'est des clés qui ne sont pas encore aussi bien liées ensemble, disons, que sur le hautbois moderne. En regard avec le défilé et l'exposition, les musiciens interrogent eux aussi une source du passé pour en révéler toute la poésie sur instruments anciens. Chacun a pu vivre une approche critique particulièrement formatrice qui, sous l'impulsion du chef flamand, leur a permis d'exprimer l'intensité et le souffle de la partition de 1889. Ils reçoivent des cours sur ce type d'instrument par les membres de l'Orchestre des Champs-Élysées, car dans les conservatoires, il est encore en général impossible d'avoir un enseignement sur ce type d'instrument. Pour moi, le fait de jouer sur des instruments d'époque, ça vient d'une remise en contexte générale de la musique, finalement. C'est un outil parmi tant d'autres, mais d'abord, il faut connaître tout ce qu'il y avait, et puis à la fin, tout ce qu'il y avait, disons, autour de cette œuvre, ce qui venait avant cette œuvre, et clarifier très précisément où est-ce que ça s'est fait, avec quel orchestre ça s'est joué. Ils ont aussi même des cours de musicologie. Ils doivent écrire un petit texte musicologique sur un problème esthétique concernant l'époque concernée. Et ensuite, en reprenant les instruments que cet orchestre-là utilisait, on a vraiment les sons
disons, on se rapproche des sons que Mahler avait imaginés finalement, pour lesquels il avait composé. C'est vrai que les corps naturels ont beaucoup de notes un peu spéciales que Mahler exploite, ne fût-ce que ça. Les cuivres, les corps naturels, les trompettes ont une couleur qui est vraiment très très particulière, vraiment cuivrée avec quelque chose de profond, et on est vraiment pour moi dans cette couleur romantique, avec quelque chose qui n'est pas éclatant, qui n'est pas naturel, qui ne sort pas comme ça. On n'est pas dans un truc évident, on est dans quelque chose qui demande un effort, qui demande... On sent que c'est difficile à faire sortir, même il y a des sons bouchés. Juste pour les cuivres, en fait, c'est intéressant de faire des symphonies romantiques sur instruments d'époque. Les clarinettes en do de ce type-là sont plus stridentes encore que les clarinettes modernes. Alors Mahler, parfois, il utilise les instruments d'une manière... il va chercher des notes très aiguës dans les bois. Par exemple, au tout début du 4e mouvement, où c'est la mort qui approche dans le poème symphonique, et c'est le cri de la mort, et puis il va chercher une dissonance avec tous les bois à l'unisson dans une note très aiguë, donc c'est très criard, et c'est un effet, ça fait peur, on a les poils qui dressent. Le JOA permet aux instrumentistes apprentis d'approfondir la compréhension des œuvres du répertoire, souvent sous la direction de grands chefs aguerris, spécialistes des questions d'interprétation historique. Ce qui m'impressionne beaucoup de la direction de Philippe Herwegh, c'est le détail qu'il prend dans les répétitions et le temps qu'il prend pour placer chaque petite section, chaque petite partie du casse-tête. Il est très très proche des jeunes, des orchestres du JOA, de l'orchestre de jeunes qu'il a créé. C'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Et donc du coup, quand il est dans l'interprétation avec cet orchestre-là, il est à la fois dans une vision d'ensemble et sur les symphonies qu'on prépare avec lui, sur des visions comme ça très de macrostructure énorme. Et en même temps, il prend le temps de faire chaque détail, chaque micro-note. Il peut passer un quart d'heure sur 3 notes. Il s'arrête très longtemps et il règle tout, puis après on y va, puis tout à coup, ça s'ouvre, la symphonie, ça prend une autre dimension finalement. Cette année était particulière. Il s'agissait pour l'orchestre de sa première lecture d'une œuvre mahlérienne, prolongeant ainsi son travail sur les œuvres classiques et romantiques. Une ou deux fois par an, il y a un stage d'orchestre, et tous ces jeunes qui ne se connaissent pas se rencontrent, et puis montent une œuvre. Maintenant, cette première de Mahler, c'est quand même un petit monstre, c'est magnifique. C'est l'aspect international que je trouve vraiment remarquable, parce qu'on rencontre des gens qui viennent, comme mon collègue tout à l'heure, qui vient du Canada, il y en a qui viennent du Japon, il y en a qui viennent d'Espagne, de toute l'Europe en fait, Allemagne, Italie parfois, Danemark. On est dans un lieu magique avec des pierres, ce couvent là qui a quand même une histoire incroyable, qui est très très vieille. On est dans une espèce d'euphorie comme ça pendant une semaine, 15 jours. Pour moi, c'est ce qui fait ce moment unique, là, le JOA. Le stage de l'été, on a envie d'y retourner parce que c'est toujours un moment de rencontre, de brassage, de culture, de tout, de plein de choses. On a juste envie de revenir, quoi.